Je propose qu'on démarre le PowerPoint. J'espère que tout le monde m'entend. François Sigel, médecin coordinateur d'AST 67. Donc, à propos de la reprise d'activité, qui est un sujet, pour le coup, d'actualité, nous sommes là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je vais balayer assez rapidement un certain nombre de points pour les rappeler à ceux qui ne les connaissent pas, pour une meilleure compréhension de ce qu'on indique de faire ou de ce dans quoi les services de santé interviennent. Rapidement, donc le virus, les contacts à risque parce que la définition a été modifiée, la surveillance de l'apparition du virus, notamment après des déconfinements, le retour au travail, et je m'arrêterai là pour des questions de temps parce que nous avons pris du retard. La transmission de virus, vous savez qu'elle se fait par gouttelettes infectieuses qu'on appelle communément les postillons vers les autres et sur les surfaces. Ce qu'il faut savoir, c'est que parler sans crier envoie des postillons à 1,5 m. Éternuer, tousser jusqu'à 5-6 mètres, c'est la raison pour laquelle on insiste tant sur les gestes barrières, qui est de tousser, éternuer dans son coude pour éviter la dispersion et donc le risque de contamination sur les surfaces autour de vous, qui ferait que quelqu'un d'autre touchant ces surfaces se contaminerait lui-même en touchant le nez, la bouche, ses yeux. Nous avons tous des tics. Quand nous enregistrons des personnes en vidéo, on voit à quel point parfois les tics sont à l'avant-plan et on ne se rend pas compte qu'on se touche le visage. Alors, les contacts à risque, la nouvelle définition de Santé publique France, qui date du 7 mai, elle indique que les contacts sont à risque lorsqu'il y a absence de protection efficace, que ce soit un hygiaphone, une vitre, une séparation physique, un masque chirurgical ou FFP2 porté par un cas de Covid ou le cas supposé être contact, ou bien alors un masque grand public fabriqué selon les normes AFNOR ou équivalent porté par le cas et le contact. Donc les deux doivent le porter. Dans la rubrique numéro 2, masque chirurgical, c'est l'un ou l'autre. Donc on estime qu'il y a une absence de risque s'il y a grosso modo un hygiaphone, l'un des deux qui porte un masque chirurgical ou les deux qui portent un masque grand public. La définition du contact à risque, c'est un contact direct avec un cas Covid en face à face à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée. Ça peut donc être une conversation, un repas, etc. L'autre point de vigilance, ce sont les espaces confinés, que ce soit des bureaux, des salles de réunion, parfois des réfectoires. Il faut faire très attention aux espaces confinés parce que le partage d'un espace confiné pendant 15 minutes avec un cas possible de Covid est une situation à risque. En revanche, on indiquera que des personnes croisées dans l'espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes à risque. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans la surveillance de l'apparition du virus dans l'entreprise et où en est-on? Là aussi, les définitions ont changé. On va parler de celles qui touchent la population générale. Les cas possibles, c'est toute personne qui présente des symptômes et qu'elle ait été ou non en contact avec un sujet à risque, avec un cas confirmé, dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes suivants. Il faut savoir quand même que la période la plus à risque de contagion, c'est les deux jours avant les symptômes du cas Covid, 2 jours avant les symptômes. Voilà. Et les symptômes qui font penser à du Covid, c'est l'infection respiratoire aiguë avec fièvre ou sensation de fièvre, ou la survenue brutale. Donc, il peut ne pas y avoir d'infection respiratoire, il peut ne pas y avoir de fièvre, mais il peut simplement y avoir une fatigue inexpliquée, des courbatures, des maux de tête, en dehors évidemment de toute pathologie migraineuse connue, une perte ou une modification de l'odorat,
ou perte de l'odorat, mais sans rhinite associée. Une perte ou une modification du goût. Donc, ce n'est plus le tableau clinique du début de la crise sanitaire, c'est beaucoup plus précis dans les formes moins graves de Covid. Donc, il faut rester vigilant sur le lieu de travail à ces formes de pathologie. Comment peut-on gérer l'accès à l'entreprise? Parce que ça reste un sujet important. Alors, il faut recommander aux salariés de rester à domicile lorsqu'ils sont cas Covid possible. On leur aura rappelé quels sont les signes cliniques, perte de goût, odorat, etc., fatigue inhabituelle, ou bien une fièvre avec de l'infection respiratoire. Recommander toujours qu'en cas de sensation de fièvre ou de malaise, ils prennent leur température le matin avant le lever. Pourquoi on dit ça? Parce que la prise de température à l'arrivée dans l'entreprise ne vaut pas grand-chose. Il suffit que la personne ait pris un Doliprane le matin et la température sera totalement masquée alors qu'elle sera contagieuse. Il suffit aussi de faire du vélo et la personne aura du 38 alors que ce n'est pas de la température. Les recommandations du Haut Comité Santé publique font référence à une température rectale de 37,8 et bien, sans prise de paracétamol. Il faut savoir que la température dans l'oreille peut aller jusqu'à 38 et ça reste normal. La température par cristaux liquides au niveau des fronts n'est pas fiable. Lorsqu'on suspecte un cas possible dans l'entreprise, il faut avoir établi en amont un protocole de prise en charge sur le lieu de travail. Vous trouverez ce protocole sur le site d'AST. Vous pouvez le télécharger sous forme Word et le mettre à vos logos. Donc, en présence d'une personne qui présente des symptômes, il faut isoler la personne dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières, garder une distance raisonnable avec elle, au moins 1 mètre, avec port de masque, grand public ou chirurgical, s'il est disponible. Il faut mobiliser le professionnel de santé dédié à l'établissement ou un sauveteur secouriste ou un référent Covid selon l'organisation locale. Et il faut lui fournir un masque avant son intervention. Donc, dans l'isolement d'une personne symptomatique, je conseillerais que tout le monde soit masqué. En l'absence de signes de gravité, on demande à la personne de contacter son médecin traitant pour avis médical et contacter le médecin du travail par téléphone. Je reviendrai un peu plus tard sur la question de l'arrêt de travail par le médecin du travail. Si on confirme qu'il y a absence de signes de gravité, on organise son retour à domicile en évitant les transports en commun. Alors, justement, les médecins du travail, d'après l'ordonnance du 1er avril et le décret du 11 mai, sont habilités à délivrer des arrêts de travail pour les salariés des établissements dont ils ont la charge, suspectés d'infection ou reconnus atteints par le Covid-19 ou cas contact, et contraints donc à des mesures d'isolement. Cependant, il n'y a que le médecin traitant pour enregistrer dans la base Amélie Pro le cas en question, de telle façon à ce qu'il y ait mise en œuvre de la recherche de cas contacts. Donc, je dirais qu'on perd du temps pour le moment, tant que ça n'a pas été modifié, on perd du temps avec l'arrêt de travail du médecin du travail. Il vaut mieux aller directement sur le médecin traitant pour faire une recherche précoce, c'est le mot-clé, des cas contacts en entreprise. Parce que justement, la stratégie de dépistage des cas Covid et des cas contacts aujourd'hui, c'est le dépistage précoce des cas et des contacts à risque pour pouvoir faire un traçage. C'est donc Amélie, la CEPAM, qui pilote le dispositif de traçage et de recherche des cas contacts. Tous les cas contacts doivent être isolés pendant 14 jours en théorie. Lorsqu'on leur fait un test PCR, qui est un test de contagiosité de l'écouvillon au fond du nez, à J+7, s'il est négatif, l'isolement peut être moins strict dans la vie privée. Par contre, il n'y a pas de reprise du travail avant J+14.
Euh, Encore sur ce traçage des cas contacts professionnels pour identifier et prendre en charge les contacts par le médecin qui va faire l'enquête via les plateformes de l'assurance maladie. Il est recommandé de réfléchir un peu en amont avec l'appui des services de santé au travail pour faciliter l'identification des contacts. Le texte parle d'une matrice cas contact. Ça nous semble assez difficile à mettre en place. Ce serait comme une espèce de cartographie des contacts les plus fréquents qu'a un salarié. Pour le mettre en place de manière théorique pour tout cas possible dans une entreprise, cela me semble quand même très compliqué. Donc, il vaut mieux réagir au quart de tour lorsqu'on identifie un cas Covid pour faire immédiatement la recherche des gens avec qui il a été en contact à risque, c'est-à-dire en conversation, en face à face, quelle que soit la durée, ou bien dans des espaces confinés pendant 15 minutes. Parlons des tests de dépistage. Nous avons, nous, services de santé, eu beaucoup de pression sur ces tests de dépistage. La contagiosité, elle est dépistée par des tests PCR. C'est un dépistage à partir d'un frottis de l'arrière-nez par écouvillon. Il est utile uniquement pour les personnes qui présentent des symptômes. Sauf des cas particuliers, l'ARS a déployé, l'Agence régionale de santé a déployé dans les établissements d'hébergement collectif médico-sociaux, à savoir les EHPAD, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les hébergements pour handicapés, un dépistage large, avec dépistage des résidents et, dès qu'il y a un dépistage positif, un dépistage des salariés. Pour l'instant, c'est à titre de recherche épidémiologique parce que les tests PCR présentent beaucoup de faux négatifs, 30%. Ça veut dire que dans 30% des cas, on fait un test, il est négatif et pourtant la personne est contagieuse. OK ? Donc ça, c'est un point important à connaître. Donc l'interprétation de ces tests nécessite beaucoup de doigté et n'est pas encore absolument définie. Voilà pour les tests PCR. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les personnes qui sont malades du Covid, leur pic de contagiosité est un jour, 24 heures, à 72 heures avant qu'ils présentent des symptômes. Donc, c'est dire, et je pense que Mme Sirono va le développer, c'est dire l'importance de la prévention primaire en entreprise, à savoir la distanciation sociale et le respect des gestes barrières. Qu'en est-il du dépistage de l'immunité par sérologie? Les services de santé voient arriver maintenant beaucoup de reprises du travail post-Covid ou post-contact Covid. Alors, la sérologie, il y a deux types de sérologie, le titrage des anticorps sur prélèvement sanguin ou une technique de prélèvement par goutte de sang. L'un donne un taux, l'autre donne une réponse oui ou non. Mais une sérologie négative n'élimine pas une contagion en cours. Une sérologie positive semble, d'après les dernières recherches, garantir l'immunité, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Et donc ne dispense pas non plus des gestes barrières, parce qu'il reste toujours la possibilité de contagion portée par les mains. La Haute Autorité en Santé a publié la semaine dernière les situations dans lesquelles les tests d'immunité par sérologie sont réservés. Ce sont certains cas individuels et un dépistage collectif chez les personnels soignants et les personnels d'hébergement collectif qui ne présentent pas de symptômes et qui auraient un test de contagiosité négatif. Donc, c'est très limité et nous, services de santé, nous ne pouvons pas donner suite aux demandes des employeurs qui nous demandent de dépister de manière large parce qu'aujourd'hui, l'interprétation de ces tests n'est pas assez précise. Donc, nous n'avons pas les recommandations de nos instances et de nos autorités pour déployer ça de manière large
et c'est comme ça que nous répondons aux entreprises. Ça ne dépend pas que de nous, cette histoire-là. Qu'en est-il du retour au travail et du suivi individuel? Nous recommandons pour le retour des salariés de prendre contact avec le service de santé au travail. Nous gérons actuellement, je dirais presque essentiellement, une forte demande de suivi individuel liée au Covid. Ce sont soit des visites de reprise, lorsque les salariés étaient en arrêt de travail d'au moins 30 jours, soit des visites à la demande de l'employeur, lorsqu'il n'y a pas de notion d'arrêt de travail, soit parce qu'ils étaient en chômage partiel, voilà. Donc, AST 67 pour l'instant réalise beaucoup de téléconsultations et le suivi individuel post-Covid peut pratiquement entièrement se faire par téléconsultation. Ça ne nécessite pas du présentiel. Nous voyons essentiellement les cas post-Covid des formes de Covid modérées. Il n'y a pas de formes graves qui reviennent au travail. Ceux qui ont été en réa pendant un certain temps ne sont pas encore de retour. Il y a des retours de personnes vulnérables, une demande très forte depuis le déconfinement du 2 juin. Elle était déjà présente le 11 mai. Nous étions plutôt dans l'attente de savoir ce qui allait se passer au niveau de la courbe d'épidémie qui continue de baisser et c'est une très bonne nouvelle. Donc là maintenant, depuis cette semaine, nous autorisons les personnes vulnérables, nous leur conseillons de reprendre avec les garanties de distanciation sociale à défaut de port de masque et de respect des gestes barrières. Donc c'est aux entreprises aussi d'organiser ça. Et puis, nous gérons aussi le retour des cas Covid possibles ou des cas contacts à risque qui auraient pu bénéficier d'un arrêt de travail de notre part, mais qui étaient en arrêt de travail de quarantaine par le médecin traitant. Je passe rapidement sur les critères de vulnérabilité qui ont changé depuis le 17 mars. C'est vraiment le point qui a le plus été modifié. Je crois que nous avons fait une vingtaine de mises à jour. Ce qui est nouveau dans le décret du 7 mai ou du 5 mai, je ne sais plus, je crois que c'est le 5 mai, c'est être âgé de 65 ans et plus. Les antécédents cardiovasculaires sont restés pareils, le diabète non équilibré aussi, la pathologie chronique respiratoire aussi, l'insuffisance rénale aussi, le cancer évolutif aussi. Par contre, l'obésité a été indiqué comme un critère de vulnérabilité dès l'indice masse corporelle 30. Avant, c'était 40. L'immunosuppression reste toujours un critère de vulnérabilité, la cirrhose, le syndrome drépanocytaire, et être au 3e trimestre de la grossesse. Vous trouverez les fiches concernant les vulnérabilités également sur notre site. Nous recommandons vivement aux entreprises d'être très attentifs à l'accompagnement psychologique des salariés. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture brutale de l'activité professionnelle avec un éloignement de l'entreprise et parfois un désengagement. Parce qu'il s'avère qu'il y a un décalage très grand entre les salariés qui étaient restés en activité, même partielle, les salariés en télétravail, ceux qui étaient restés sur le pont et ceux qui ont pris de la distance. Et il y a eu une véritable rupture du lien social. Donc, il va falloir d'abord retricoter le lien social avant de parler productivité. Nous avons 3 dispositifs à AST 67. Vous allez sur notre site et vous pourrez trouver les liens qui vous permettent d'accéder à ces dispositifs. Nous avons aussi organisé un webinaire que vous pouvez voir en replay qui vous permet d'avoir plus de détails sur ce dispositif. Voilà, je vais m'arrêter là parce que mon temps de parole est écoulé et je laisse la parole à Madame Sirono. Merci à vous. Merci, docteur Sigel. Donc, je vais partager je vais du coup aller rechercher ma présentation. Voilà, ouvrir. Alors, voilà, est-ce que vous voyez cette présentation? Oui. Voilà, très bien. C'est bon? Tout le monde la voit?
Donc, moi, je suis Fabienne Sirono, donc je suis conseillère entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole. Je travaille sur toute l'Alsace en santé, sécurité au travail et aussi dans tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, qualité de vie au travail, ce qui, en effet, je valide tout à fait les derniers propos concernant la revenu, le retour, pardon, au travail des personnes qui en ont été éloignées et justement la différenciation entre les personnes qui sont encore en télétravail ou ceux qui sont déjà sur site, comment il va falloir redonner une capacité à retravailler tous ensemble de façon productive, mais aussi de façon équilibrée et de façon à ce que les gens retrouvent chacun leur place. Donc, je voulais vous lister quelques points concernant le retour des salariés et surtout les mesures de prévention à mettre en place et à peut-être revalider au bout de quelques temps, puisque on sait que rien n'est jamais définitif en santé sécurité au travail. Quelques rappels au niveau des bâtiments. Donc, les vérifications d'usage, elles ont été faites puisque beaucoup des entreprises maintenant sont de nouveau en activité. Par contre, je vous encourage à anticiper tout ce qui est contrôle réglementaire de façon à organiser justement la venue d'entreprises extérieures, puisque vous allez gérer la santé et sécurité de vos salariés sur votre site. Par contre, vous devez, pour certains contrôles réglementaires, pour certaines opérations de dépannage ou de maintenance, accueillir des salariés extérieurs de ces entreprises. Donc, soyez bien vigilants sur ce protocole d'accueil, sur éventuellement des plans de prévention selon les travaux à mettre en place, d'y intégrer bien ce que vous avez mis en place pour vos salariés, de pouvoir le transmettre à ces salariés qui viennent de l'extérieur. L'aération régulière des locaux, ça, c'est vraiment aussi un point clé, puisqu'on sait que normalement, toutes les 3 heures, il faudrait pouvoir aérer les locaux de façon à renouveler l'air. Le non-déclenchement des ventilateurs, ce qui risque de devenir compliqué dans les jours à venir où il va de nouveau faire chaud, mais on sait que ces ventilateurs projettent les gouttelettes et donc c'est vraiment quelque chose à bannir, ou alors il faut que les personnes portent des masques à proximité en permanence. Donc le mieux, c'est d'éviter de les mettre en route. On a des questions sur des ateliers où ça va devenir insupportable du point de vue des températures, mais là, il va falloir vraiment trouver une solution. Les gens doivent porter à ce moment-là un masque. Sur la climatisation, il faut vraiment être sûr que vous réinjectez 100% d'air neuf. Et si vous avez des VMC, en jouant sur les pressions, il faut pareil arriver à ce que l'air entrant soit de l'air neuf et ne pas recycler l'air. Puisqu'à ce moment-là, vous provoqueriez la recirculation du virus dans des aérosols, dans des gouttelettes. Voilà. Pour l'organisation du travail, donc je ne vais pas revenir sur les consignes en cas de symptômes puisque le docteur Sigel les a largement développées. Si vous avez un salarié à risque, donc pareil, le docteur Sigel vous l'a largement développé, donc, et revenez vers la médecine du travail qui est vraiment comme ça, évolue assez rapidement. Vraiment, soyez en contact avec la médecine du travail. Ensuite, comme tout bon préventeur, vous savez que nous devons privilégier les protections dites collectives. Donc déjà, la première chose, c'est de ne pas exposer les personnes au risque. Maintenant, les gens reviennent sur site, donc ils sont exposés éventuellement à la circulation de ce virus. Donc les protections collectives, tout ce qui est parois, tout ce qui va être vraiment isolement… Pardon? Je croyais qu'une personne me posait une question. Tout ce qui est parois est vraiment la meilleure solution. Lorsque vous accueillez vos salariés, il est vraiment très important de voir avec eux ce que vous avez mis en place au niveau de la circulation, des sens de circulation, lorsque les surfaces ne permettent pas d'avoir une bonne distanciation lorsqu'on se croise, par exemple. Donc, de faire le point avec eux et de vraiment être sûr qu'ils ont bien noté ces sens de circulation. La jauge des personnes par salle, on sait que c'est 4 mètres carrés par personne. Donc, je sais que beaucoup d'entreprises ont recalculé la jauge de leur salle de réunion. Donc, ceci doit être affiché et évidemment, il faut en faire part aux salariés. Les lieux et les lieux de pause, les lieux de repas, les lieux de rassemblement, on va dire
plus informels, et en particulier aussi les vestiaires, sont vraiment des points où vous devez être très vigilant. C'est vraiment là que circule le virus, puisque bien souvent, sur les lieux de production ou dans les bureaux, on arrive à se distancier, où on porte le masque, puisqu'on peut à ce moment-là. Et évidemment, lorsqu'on le mange, lorsque l'on boit le café ou lorsqu'on se change, on a une tendance à ne plus porter ce masque et à avoir beaucoup plus de mal à respecter cette distanciation de minimum 1 mètre. Et donc, les cas, en particulier dans les abattoirs, on a bien noté que c'était dans ces lieux que circulait principalement le virus. Donc, soyez très vigilants. Je sais aussi, j'ai eu des échos par des entreprises où les personnes enlevaient le masque à la sortie des locaux, mais finalement se retrouvaient à être en contact assez proche avec leurs collègues sur les parkings, et évidemment à moins d'1 mètre. Donc finalement, le port du masque doit être privilégié et même demandé jusqu'à être dans le véhicule. Dans les transports en commun, il est obligatoire, donc à ce moment-là, pareil, il faut directement aller dans le transport en commun avec son masque pour éviter que ces quelques minutes post-prise de poste ou pré-prise de poste, finalement, soient des moments où les gens se contaminent. Vous devez évidemment fournir tous les équipements de protection individuelle, masques, lunettes, visières, gants, blouses, tout dépend évidemment de votre activité et de comment les personnes travaillent. Je vous préconise de tracer la remise de ces équipements. En tant qu'employeur, vous devez pouvoir prouver que vous avez mis à disposition de vos salariés les moyens de se protéger. Donc, tracez les remises de ces documents. Et s'il y a du renouvellement, par exemple le gel hydroalcoolique, les masques, tracez bien les équipements que vous remettez à vos salariés. On préconise, dans la mesure du possible, que les vêtements de travail soient différents des vêtements que les gens ramènent chez eux. Donc, ce n'est pas toujours possible selon les métiers, mais vraiment là, c'est le moment où il faut être beaucoup plus vigilant et peut-être être beaucoup plus directif sur les vêtements de travail différents et de les laisser à ce moment-là au vestiaire pour ne pas que les personnes ramènent chez eux des vêtements éventuellement contaminés. Lorsque c'est possible, et je pense en particulier aux commerces ou aux artisans, de donner à chaque personne, à chaque salarié son propre matériel, les ciseaux, les mètres, les stylos, les calculatrices ou les petits équipements. Le mieux, c'est vraiment que chaque salarié ait sa propre dotation. Identifiez-les avec des systèmes de petits marquages, avec des scotch de couleur, avec des initiales, enfin tout dépend le type de matériel, pour éviter justement la propagation éventuelle du virus par le biais de la transmission de ces petits outils. Pour ce qui est outillage commun, machine commune, où là, évidemment, vous ne pouvez pas avoir un équipement par salarié, prévoir un nettoyage très régulier, très fréquent, avoir des lingettes désinfectantes à proximité, voir si vous pouvez réorganiser. Je pense au commerce où, par exemple, il y a un écran. À ce moment-là, une seule personne ne peut avoir accès qu'à cet écran, ce qui va limiter la propagation par le fait que cet écran est tactile pour enregistrer au niveau de la caisse. Voilà. Il y a des fiches métiers qui sont remises à jour et qui progressent sur le site travail du ministère du Travail. Donc, je vous invite aussi à aller les consulter puisque pour chaque métier, vous trouvez une fiche qui reprend bien les gestes en fonction de votre métier, évidemment, des possibilités qui s'offrent à votre métier. Alors, concernant le document unique d'évaluation des risques, alors vous devez, si ce n'est pas fait, intégrer le risque biologique dans votre document. Donc, si vous l'avez déjà et qu'il est à jour pour les autres risques, donc il faut intégrer ce risque. Je préconise, et j'ai échangé déjà là-dessus, de plutôt privilégier le terme de risque biologique. Si vous écrivez uniquement Covid-19, lors des prochaines épidémies, votre document finalement ne sera plus valide. Donc, en restant sur le risque biologique et en intégrant le fait qu'il y a une transmission aérienne et ou tactile, et vous pourrez aussi parer aux futures épidémies de grippe que l'on rencontre chaque année, aux épidémies des fois de gastro-entérite qui aussi nécessitent de proposer à vos salariés de se laver les mains plus fréquemment et d'éviter aussi pareil le partage de certains équipements. Donc,
d'identifier le risque comme étant vraiment un risque biologique, de l'évaluer alors en fonction de votre cotation. J'attire sur votre attention sur qu'il faut qu'il soit évidemment coté en rapport avec les autres risques de l'entreprise. Et évidemment, listez bien les moyens de prévention que vous avez mis en place concernant ce risque biologique en faisant souvent même un renvoi vers votre protocole Covid. Puisque pour le Covid, il y a le port de masque, il y a le plexiglas. Donc, faites un renvoi à ce moment-là vers votre protocole spécifique Covid-19. Mais sachez que dans le document unique d'évaluation des risques, vous mettrez ce risque biologique et sa cotation à jour. Donc ça, c'est si vous avez déjà un document unique d'évaluation des risques. Donc, n'oubliez pas de le mettre à jour. Donc, revoyez bien la cotation s'il existe déjà. Revoyez bien aussi les moyens de prévention que vous aviez listés. Ce risque biologique existe, par exemple, dans les entreprises qui travaillent dans le milieu de l'assainissement, dans des milieux où ils peuvent être contaminés. Bien souvent, les moyens de prévention sont déjà bien présents. Ils ne sont peut-être pas totalement adaptés au Covid. Donc, n'oubliez pas de réintégrer les moyens de prévention ou de faire un renvoi vers votre protocole spécifique Covid. En particulier lors de la conversation entre salariés sur un chantier, par exemple, alors que bien souvent, dans l'assainissement, on pense vraiment à la manipulation de produits souillés, de matériel souillé. Donc voilà, bien noter, je le redis, les équipements et tout ce qui est EPI distribué à vos salariés et les faire signer pour être sûr que vous êtes couvert en cas de contestation de la part de vos salariés. Je vous rappelle que le document unique d'évaluation des risques est obligatoire dès que vous avez un salarié. Il doit être revu au moins annuellement. S'il y a intégration d'une nouvelle activité générant de nouveaux risques, il est à ce moment-là de bon ton de le mettre à jour à ce moment-là, mais minimum, c'est une fois par an. Vous devez le maintenir à disposition des salariés sur leur demande. Vous pouvez l'afficher, mais vous pouvez aussi, sur leur demande, leur proposer de le consulter. Je vous encourage à l'utiliser pour accueillir les nouveaux salariés et les stagiaires, puisque dans ce document unique d'évaluation des risques, vous avez répertorié les bonnes pratiques pour bien travailler en toute sécurité. Donc, évidemment, l'accueil du salarié par ce biais-là vous permet de ne pas oublier de points et de pouvoir vraiment partager avec lui comment bien travailler et les équipements dont il dispose. C'est un document qui peut être examiné par l'inspection du travail et qui est souvent l'un des premiers documents, voire le premier document demandé en cas d'accident ou en cas de maladie professionnelle avec des systèmes de contestation. Et en ce moment, il est aussi demandé par la CARSAT. Il est demandé régulièrement, mais en particulier en ce moment, pour disposer de l'aide de 50% du remboursement de vos achats sur facture de produits ou de matériel liés à la protection prévention de vos salariés. Donc, c'est une aide qui est délivrée par la CARSAT sur facture, sur justificatif, mais il faut avoir un document unique d'évaluation des risques à jour. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer. Je ne sais pas si le docteur Sigel veut rajouter des points après cette présentation. Je ne sais pas si… Je vous en prie. Oui, écoutez, non, parce que c'était complémentaire et assez complet, je pense. Je ne sais pas s'il y a des questions, donc moi J'ai le fil de la conversation, je n'en ai pas vu pour le moment. D'accord. Je pense qu'on a déjà bien répondu aux Donc nous avons répondu à toutes les questions. on va l'espérer, on va penser que c'est vraiment le cas. Voilà, je pense que vraiment, l'idée aussi était de remettre un peu à jour les connaissances, puisque comme vous l'avez dit vous-même, Madame Sigel, les cas contacts ont évolué récemment et le traçage est vraiment en train de se mettre en route. Donc, pour toute entreprise qui aurait une suspicion de cas et tout, il y a vraiment un protocole à respecter. Et c'était vraiment là aussi l'un des points majeurs que nous souhaitions aborder pendant cette présentation. Oui, c'est vrai qu'il faut rester très vigilant, même si la crise continue de baisser, l'épidémie, les admissions continuent de baisser. Peut-être il y a un effet saisonnier aussi. On ne sait pas ce que ça donnera à l'automne. Donc, il faut rester extrêmement vigilant, ne pas tout à fait baisser la garde.
et avancer au fur et à mesure de cette année qui, somme toute, est un peu bizarre. Hein. Voilà. Oui. Oui, oui, je pense que pour les entreprises aussi, d'avoir vraiment bien leur protocole. Si en effet, fort heureusement, pendant cet été, on va dire, la situation est plus apaisée, si malheureusement il y avait un regain, il faut vraiment que tout le monde soit dans les starting blocks pour en effet, au premier cas suspect, avoir tout de suite la bonne démarche pour bien tracer, identifier, pour éviter que cette épidémie reprenne trop rapidement, qu'on puisse la circonscrire dès le départ. Profite parce qu'on parle aussi de responsabilité d'entreprise. J'en profite pour vous dire que le 9 juin, nous organisons un webinaire à destination des employeurs qui est purement juridique sur toutes D'accord. ces questions. Et je Bien, pense écoute. que ça pourrait en intéresser d'autres. Voilà, c'est Bah, certainement une information à diffuser. Bah, je pense que nous pourrons peut-être y mettre un petit message en envoyant le lien vers l'enregistrement de cette présentation. Oui, On pourra y mettre un par message. exemple, Hmm. oui, je pense que je diffuse l'information parce que nous avons eu au niveau des services de santé énormément de questions d'ordre juridique. Les choses se mettent aussi progressivement en place. Évidemment, il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant, mais sur les questions de responsabilité, de risques biologiques, de Covid, etc., etc. Et je pense que c'est extrêmement utile aujourd'hui qu'on fixe le cadre juridique de ce sujet-là. Oui, Voilà. d'autant plus que on apprend en marchant, mais ces circonstances un peu exceptionnelles, si elles sont amenées à se renouveler, autant que tout de suite les entreprises savent exactement ce qu'elles ont à faire. Et puis les droits et devoirs des salariés, puisque c'est dans les deux sens. Les salariés ont aussi des devoirs de Oui, respecter les oui. consignes, de respecter ce qu'on leur met à disposition. Voilà, je pense qu'il faut en effet bien cadrer et réconforter aussi les entreprises qui font bien et qui mettent en place les bonnes mesures pour leur dire, bah, à partir du moment où vous avez mis en place tout ce que vous pouviez, les salariés Vous de leur avez côté. aussi un pouvoir de direction. Oui, Exactement. 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 Bien, écoutez, bah, j'espère que ce webinaire aura répondu à l'ensemble des questions. De toute façon, nous transmettrons le lien vers la présentation, l'enregistrement. Et puis, je ne manquerai pas de revenir vers vous, Madame Sigel, si j'avais d'autres questions. Mais nous transmettrons le lien et vous pourrez aussi, vous, le transmettre de votre côté. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je souhaite aussi une bonne journée à tous. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.